quand je dis petite dans le sens de courte, je suis très bavarde pour ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent. J'adore parler de céramique, j'adore parler de cette passion qui est la mienne depuis plus de 10 ans maintenant. Je vais vraiment surveiller ma montre pour ne pas faire trop long, parce que nous avons annoncé donc une conférence de 30 minutes. Et donc, je vais parler pendant une vingtaine de minutes, et puis je vous proposerai effectivement un espace d'une dizaine de minutes ou au-delà, parce que s'il y en a qui sont intéressés, qui souhaitent continuer à vraiment partager, échanger des idées sur ce thème-là, pourquoi pas, on peut rester un peu plus. Moi, je suis là de toute façon pour vous accueillir. Donc, le thème de la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est autour des aimants de cendre. C'est une vision en fait de ces aimants de cendre que je pratique depuis plusieurs années maintenant, avec un point de vue finalement éco-responsable, donc avec un lien avec cet intérêt finalement que nous avons beaucoup d'entre nous, et je vois finalement vous êtes très nombreux, j'imagine que c'est quelque chose qui vous travaille également lorsque nous pratiquons la céramique. On se pose des questions sur les conséquences écologiques que notre travail peut engendrer. Donc, je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails des recettes, etc., même si par la suite, comme je vous le dis tout à l'heure, je suis tout à fait ouverte à la discussion. Mais donc, la vision d'aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. C'est comment travailler avec une vision écologique, finalement, une vision plus éco-responsable, en tout cas, de notre pratique. Et j'ai proposé ce thème à Arbol, parce que Arbol, et je vous présente donc qui nous sommes donc une coopérative, une entreprise coopérative donc de céramistes d'art et de sympathisants de céramistes d'art, qui est donc coopérative et éco-responsable. Donc l'éco-responsabilité est dans le cœur même de notre pratique quotidienne en tant que professionnel. Et donc, je souhaitais pouvoir parler de cela finalement au public qui viendrait au marché de la céramique et qui viendrait voir notre exposition également, parce que finalement, c'est en même temps très vaste, mais ça peut être aussi très concret. Et donc, voilà, donc je continue à vous présenter Arbol, avec trois types de profils, trois types de personnes qui font partie de notre coopérative. Donc, nous sommes des céramistes d'art professionnels. Il y a également des céramistes qui sont en voie de... Il y a une chaise ici. Voilà, des céramistes qui sont en voie de professionnalisation. Et il y a également des personnes qui nous soutiennent, qui viennent de la céramique, des collectionneurs, des sympathisants, qui ont rejoint, donc notre collectif. Et comme je le disais tout à l'heure, donc l'éco-responsabilité est au cœur de nos préoccupations, en tout cas quotidiennes. Et évidemment, c'est quand on parle d'éco-responsabilité, on pourrait voir ça, comme je disais tout à l'heure aussi, de manière un peu floue, ou alors comme étant tellement énorme, finalement une préoccupation qui serait tellement presque angoissante. Et moi, je tiens à dire effectivement que je vois ça en tout cas plus comme une pratique, vraiment comme un processus qu'on installe dans notre vision du monde. Et notre vision du monde, évidemment, se retranscrit dans notre façon de travailler la céramique. Il ne s'agit pas de se mettre la pression, en tout cas pour moi, de se mettre la pression avec une certaine culpabilité. Il ne s'agit pas de ça. Quand on se met la pression, à un moment donné, il faut souffler. Donc faire des efforts entraîne forcément de devoir à un moment donné souffler. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de... Enfin, je ne sais pas, après, on pourra en discuter. Hein. Comme je disais tout à l'heure, j'aime vraiment bien le partage, donc n'hésitez pas à retenir vos commentaires éventuels là-dessus. Mais il me semble qu'une pratique éco-responsable
s'installe dans la durée et avec des objectifs à court, à moyen et à long terme, plutôt qu'avec des objectifs finalement ponctuels qui seraient perdus un peu dans la masse. Alors, il y a aussi des choix et des dispositions que l'on peut prendre et qui doivent être raisonnables et adaptées à nos capacités et à nos possibilités. Alors, on peut voir ça de façon un peu, voilà, c'est une phrase, mais quand on en parle, quand on réfléchit de manière plus approfondie à ce que je veux dire là, par cette phrase-là, je vous donne un exemple. On n'a pas la même énergie à 20 ans et à 50 ans. D'accord. Donc, aller creuser les roches, peut-être pour préparer sa propre argile, d'accord. Peut-être que quand on est plus jeune, c'est plus facile que quand on est un peu plus âgé. Ça ne veut pas dire que les personnes plus âgées ne peuvent pas le faire, on est bien d'accord. C'est juste un exemple que je donne pour dire, voilà, moi j'aimerais bien le faire, mais peut-être je n'ai pas la capacité aujourd'hui de faire cela. Comment est-ce que je peux faire autrement pour quand même m'inscrire dans quelque chose qui répond à une sorte d'aspiration de mon cœur, d'être vraiment beaucoup plus en accord avec la nature, d'être beaucoup plus cohérent avec mes valeurs de respect de la nature. Et moi, ce que je vous propose, en tout cas, c'est évidemment de réfléchir aux conséquences de nos actes, aux conséquences de notre pratique, mais de le faire non pas dirigé par la culpabilité, mais dirigé par l'amour. En fait, quand on est dirigé par l'amour du vivant, quand on est motivé par l'amour de la nature, par le respect vient de manière presque automatique. Après, ça se retraduit dans des actes très concrets dont on va parler. Je ne vais pas parler que des cendres, mais entre autres choses, bien entendu, puisque c'est un des choix que j'ai fait dans ma vie de céramiste. Alors, j'ai aussi indiqué donc faire sa part en agissant de manière individuelle et lorsque c'est possible aussi en collectif. C'est ce que nous faisons avec Arbol. Donc, on pourrait très bien se dire en fait que nos actions éco-responsables ou de respect de la nature, de respect de l'environnement, de respect de l'humain aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'humain est au centre également de cette nature. Nous en faisons partie, d'accord ? Donc, avec cette façon de faire, on pourrait se trouver, si on était tout seul, quand on est tout seul, on peut se sentir un peu presque inutile, on peut se sentir un peu comme si ce qu'on faisait était vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Même si je pense que cette goutte d'eau est importante, c'est évidemment intéressant quand on est en groupe. C'est intéressant lorsque on peut vraiment se sentir non seulement épaulé, mais qu'on voit que nos choix, comme je disais tout à l'heure, les choix que l'on pose dans notre travail, se retraduisent par des actions plus concrètes qui ont plus d'ampleur parce que le groupe est là. Et Arbol agit dans ce sens-là également. Je vois qu'il y a des personnes debout, n'hésitez pas à... Enfin non, il n'y a plus de chaises en fait, c'est ça. Désolée, je vois qu'il y en a qui ont osé s'asseoir par terre, n'hésitez pas, voilà. Ça, vous voyez bien là. Alors, une dernière phrase qui n'est pas vraiment une boutade, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi-même, c'est que en tant que céramiste, surtout quand on commence, on a envie de tout cuire, on a envie de tout tester. Et je pense qu'il est intéressant quand même de se poser la question. Est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est nécessaire de cuire cette pièce? Est-ce que cette pièce, alors non pas seulement nécessaire quand on est moins bien, je ne parle pas uniquement des pièces utilitaires. Donc je ne parle pas uniquement de l'aspect pratique des pièces. Bien entendu, quand je fais une tasse, je sais que ma tasse va être utilisée. Et donc, dans ce sens-là, je pourrais dire, OK, cette tasse a une raison d'être, donc toute l'énergie, toutes les matières premières, etc., l'eau, l'électricité, tout ce que je vais dépenser, tout ce que je vais utiliser, mettre en place pour fabriquer cette place, elle va rendre un service. Mais entendons-nous bien, une sculpture qui inspire, qui nous éblouit, qui nous émerveille au quotidien, ça, elle a aussi sa raison d'être. Donc,
Après, c'est très subjectif. C'est pour ça que chacun doit le faire pour soi. C'est vraiment ce que je vous propose ici, ce sont pas, vous comprenez, ce ne sont pas des recettes toutes faites, il faut faire ça pour être éco-responsable. C'est bien plus délicat que ça, c'est bien plus personnel que ça. Chacun de nous va passer par son filtre personnel tout ce dont on va parler en fait pendant ces quelques minutes. On tirait les conséquences, peut-être changer certaines choses dans ces pratiques, peut-être mettre des choses en place qui ne sont pas encore, ou alors être conforté, parce que certains d'entre vous, je suis sûre, le font déjà, vous allez être conforté dans le fait que, ok, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas toute seule, on est à plusieurs à agir, à voir les choses de cette façon-là. Alors, sur quoi pouvons-nous agir dans le cadre d'un changement de vision de notre pratique céramique? Tout d'abord, ça semble assez évident, bien sûr, surtout avec l'augmentation des prix ces derniers temps. Tout le monde parle enfin en tout cas dans le monde de la céramique, on a beaucoup parlé de ça. On a parlé de l'énergie. Souvent d'ailleurs, on parle d'écologie et le mot économie n'est pas loin. En fait, la sobriété, en fait, tout ce qui va aller dans le sens d'une économie est souvent écologique. Pas toujours, mais très souvent. Donc, après, comme je vous disais, chacun fait un peu la part des choses. Quand je parle d'énergie, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Parce qu'en tant que céramiste, on voit la cuisson, mais il n'y a pas que la cuisson. Donc, bien sûr, il y a le chauffage de l'atelier, par exemple, il y a le clairage. Et si on a un four, on doit acheter un four, quel est le type de four qu'on va acheter? Bien entendu, un four plus efficace va toujours aller dans le sens d'un meilleur rendement, un meilleur rapport en fait à la nature, avec un respect finalement de ses ressources. Donc tout ça doit être de nouveau évalué par rapport à la pratique personnelle de chacun, de chacune. On dit parfois qu'un tel type de four va être plus éco-responsable qu'un autre, mais en fait ça dépendra. On ne peut pas donner comme ça de nouveau une recette toute faite, parce qu'un four électrique, on peut se dire, un four électrique, si j'ai des panneaux solaires, c'est top. Oui, c'est top chez nous. Mais on sait très bien qu'ailleurs, les panneaux électriques ont dû être fabriqués. Il y a des matières, des métaux rares qui se trouvent dans ces panneaux solaires. Les panneaux solaires, au terme de leur vie, de leur utilisation, devront être, on ne sait pas comment, parce qu'ils ne sont pas encore recyclés, donc il faudra s'en défaire. Donc tout cela entraîne finalement beaucoup de conséquences. C'est pour ça que je disais, parfois économie et écologie vont ensemble, mais parfois pas. Quand on choisit un four à gaz, on se dit ok, le gaz a augmenté, mais c'est peut-être un bon système pour certains qui arrivent à cuire au gaz avec une efficacité mais optimale. J'ai lu d'ailleurs récemment des rapports de plusieurs céramistes avec des universités qui s'étaient penchés sur le type de cuisson la plus efficace possible. Et en fait, on parlait plutôt du gaz plutôt que l'électricité comme moyen idéal pour réduire la quantité de calories que l'on met dans le four par rapport au rendement. Et évidemment, il faut que la personne qui cuise soit très experte dans sa gestion évidemment du four, parce qu'on peut très bien injecter tellement de gaz dans le four que ça devient alors inutile aussi. Donc tout ça, comme vous voyez, ce sont des paramètres, c'est vraiment pas évident, mais je pense que si on commence à se poser des questions, pour soi-même, on va trouver les bonnes réponses. On peut agir également sur l'eau. On pense souvent beaucoup à l'électricité, au gaz. De mon côté, moi j'ai un four à bois également, dans lequel je travaille en fait de manière circulaire, c'est-à-dire que je réutilise
C'est vraiment, je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais vraiment tout dans ma pratique est circulaire. Et le four à bois est une partie intégrante de ce travail vraiment qui reste dans des ressources très très locales, puisque j'ai la chance d'habiter en milieu rural. Et donc on parlait de l'eau, de nouveau on peut se poser la question sur l'utilisation de l'eau dans un atelier. Si vous avez des ateliers, vous savez qu'on peut facilement dépenser beaucoup d'eau pour laver. On passe son temps à laver des outils, à laver des tours. Donc, est-ce qu'on peut utiliser peut-être l'eau de pluie, l'eau de la pluie, etc. Bref, est-ce qu'il faut absolument utiliser l'eau potable pour laver des outils finalement d'un atelier, ou est-ce qu'on peut changer la façon d'alimenter notre atelier en eau, donc une utilisation raisonnée de l'eau évidemment, mais aussi la question des eaux usées. J'étais effarée de voir dans beaucoup d'ateliers, dans beaucoup d'écoles, des académies, etc., où finalement on lave, bien sûr on a un bac de décantation, mais tout va dans les égouts après. Donc s'il y a du cobalt, ça passe dans les égouts. Donc pour moi, ça c'est pas une attitude responsable vis-à-vis de la nature. Surtout parce qu'il y a des moyens où on peut vraiment garder ça et réutiliser. Les bouts d'atelier peuvent être réutilisés par la suite en les séchant, en les retravaillant. Tout peut être recyclé dans un atelier. Pour fabriquer quoi? Il y a des ateliers justement dont je me suis inspirée, je n'ai pas inventé, mais qui fabriquent des carrelages, qui ont commencé à fabriquer des carrelages avec ces bouts d'atelier, où il y a un mélange d'émail et d'argile dans les bacs de décantation, et ça marche vraiment très très bien. Donc c'est des choses, donc il y a des personnes qui tentent des choses dont on peut s'inspirer. Je vous invite vraiment à essayer de trouver des solutions. Il y a plein de gens qui partagent ces découvertes et ces réflexions et ces recherches qui peuvent être vraiment porteuses. Évidemment, recyclage de nos argiles, par exemple, ou alors l'achat d'argile le plus local possible. De nouveau, tout est question de juste mesure par rapport à la pratique de chacun, de chacune. Si vous avez besoin de porcelaine pour votre travail, ce n'est pas un secret pour personne, on n'a pas de porcelaine en Belgique, il n'y a pas de porcelaine belge. Mais peut-être qu'au lieu d'acheter une porcelaine australienne, peut-être qu'on peut acheter une porcelaine française ou allemande, qui sont beaucoup plus proches. Donc le tout est toujours de faire des choix. Après, si vous avez besoin d'une terre ou d'une porcelaine spécifique pour un travail spécifique, de nouveau, ça sera par rapport à vous. Ça revient toujours à la même chose. Nous sommes le filtre par où toutes ces questions vont passer, et je pense que le plus important, c'est d'être aligné. Donc vous allez vous sentir mieux, nous allons nous sentir mieux en fait, lorsque nos actions répondent à nos convictions profondes. Et ces actions-là, on n'est pas obligé de faire comme on a toujours fait, on n'est pas obligé de faire comme on nous dit de faire, on peut vraiment faire des choix tout à fait personnels. Mais ça demande une réflexion et parfois des recherches. Donc, je pense que tout le monde, ou presque, recycle sa terre, ça c'est sûr. Pour les matières premières, j'ai quand même quelque chose d'important à vous dire. J'imagine que certains d'entre vous le savent déjà. Mais donc, l'extraction de nos matières premières est loin d'être écologique. Bien sûr, vous pouvez aller sur une carrière d'argile, bon, ça va. Ça reste à petite échelle. Si vous allez par exemple à Saint-Aubin, qui est ici donc en Belgique, vous pouvez visiter la carrière d'argile de Saint-Aubin. C'est une petite carrière, ça reste à un niveau relativement, je vais dire, raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres carrières, dans d'autres pays. Mais là où ça devient vraiment dangereux, c'est quand on utilise des matières, enfin dangereux, problématique je dirais, c'est quand on utilise des matières premières qui sont extraites de mines. Il faut savoir que le code qui régit l'exploitation d'une carrière
n'a rien à voir avec le code minier. Donc les carrières doivent respecter certaines prescriptions en ce qui concerne la sauvegarde de la biodiversité, par exemple, ou l'environnement, alors que les mines sont souvent tout à fait, comment on dit en français, exemptées de, c'est ça, hein, exemptées de toute responsabilité. En fait, ils ont dans les mines, on a des exceptions pour pratiquement tout. Et ça devient vraiment très problématique parce que les mines, en fait, non seulement vont extraire sans aucun égard à la biodiversité, avec plein de destruction terrible dans certains pays, mais en plus, les boues et donc les déchets de ces mines-là sont un grave danger pour la biodiversité dans beaucoup de pays également. Donc on n'a pas beaucoup de mines en Belgique, moi personnellement je n'en connais pas, mais si on va visiter des mines en Allemagne, en France, en Espagne, etc., vous pouvez voir, c'est démesuré. Et on n'en parle pas beaucoup. Il y a quand même une association française dont j'ai envie de vous parler qui s'appelle Systext, qui est très active et qui dénonce en fait cet état de choses par rapport aux mines. Je les ai contactés et ils m'ont expliqué notamment que le mieux en fait c'est d'utiliser le moins possible de produits des mines. Donc comme vous utilisez du cuivre, du cobalt, du fer, du manganèse, etc., soyons raisonnables, hein, utilisons juste ce qu'il nous faut pour nos objectifs. De toute façon, c'est ce qu'on fait déjà, je le pense, ou c'est ce que vous faites très certainement. Et on arrive donc au cœur de mon... Oh mon Dieu, j'ai déjà parlé trop longtemps. Bon, je vais... vous m'excuserez, je vais être un petit peu plus lent que prévu au départ. Je vais essayer de synthétiser. Donc, c'est toute cette réflexion préalable que je viens de partager avec vous qui m'a menée vers le travail avec les cendres végétales. D'accord ? Donc, je me suis dit que, étant donné que les cendres de plantes pouvaient m'apporter une matière première locale, sûre, bon marché, accessible, eh bien, c'était l'idéal. Hein, je peux gérer, en fait, mon approvisionnement. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, nous nous chauffons au bois à la maison. Donc, les cendres de bois, je les réutilise pour faire mes aimants. D'accord ? Je cuis dans mon four à bois, comme je suis en milieu rural. J'utilise le bois qui pousse sur mon terrain, sur mon jardin. Donc, quand je taille mes arbres, j'utilise ça. Donc, j'utilise aussi dans le potager, bien entendu, hein, mais entre autres, j'utilise ce bois-là pour cuire mes pièces et je récupère également les cendres pour réaliser mes aimants. Encore mieux, lorsqu'on lave les cendres, on peut utiliser l'eau de lavage des cendres pour fabriquer son propre détergent pour les vêtements, pour la machine à laver. Donc rien ne se perd. Hein. On est vraiment dans une économie circulaire. De façon, évidemment, moi je peux le faire, c'est ce que je disais, j'ai la capacité de le faire parce que je suis dans un environnement de ce type-là, mais en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, il n'est certainement pas difficile de se procurer, en fait, ce qui est considéré comme un déchet par beaucoup de gens qui se chauffent au bois, qui sont vite dépassés par la quantité de cendres. Eh bien, il suffit de demander à quelqu'un, si vous n'avez pas de poêle à bois ou que vous n'habitez pas à la campagne, pour avoir facilement des cendres que vous pouvez utiliser. Et donc, on passe des cendres à des aimants de ce type-là. Je ne suis pas la seule chez Arbol à avoir des cendres, donc à travailler les émaux à base de cendres de bois. Nous sommes plusieurs, il y a Hiert, il y a Fabienne Wittows, il y a Théo Michel. Donc on est vraiment plusieurs à être intéressés par cette utilisation des cendres de bois dans nos aimants. Les cendres végétales sont très très variées, infiniment variées. Le vivant nous offre vraiment une diversité incroyable et leur composition diffère selon l'espèce, bien entendu.
selon la partie de la plante utilisée, on ne le sait pas toujours, mais c'est très très différent d'utiliser le tronc, ou les branches, ou les feuilles, ou des fleurs, etc. Donc tout ça change, des racines, tout ça peut changer très très fort. Le type de sol, ça apporte vraiment une notion de terroir à l'émail que l'on crée. Quand on est en train de, moi, quand je suis en train de travailler avec les cendres du bois de mon environnement, je suis en train de travailler dans une notion de terroir. Parce que ces cendres-là, oui, elles sont uniques. Elles ont une composition qui est propre au sol. Un peu comme la vigne. On parle de terroir pour le vin, et bien pour les aimants, c'est pareil. Le climat et la saison de récolte, etc. Donc, ce n'est pas la même chose de récolter évidemment du bois en hiver ou en été. En synthétisant très fort, voici ce que les cendres nous apportent dans les émaux. Alors, il y a des céramistes parmi vous, donc ça va parler aux céramistes. Les autres, sachez simplement qu'on a besoin de certaines composantes dans nos émaux pour pouvoir... Ah oui, Luciane aussi, elle travaille avec les cendres de bois. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, d'ailleurs, tu ne travailles pratiquement, tes émaux sont tous à base de cendres de bois, je pense. Hein? Pas tous, mais pratiquement. Lucien Jamin. Donc, on a besoin de certaines composantes pour fabriquer un émail, et les cendres peuvent nous apporter certaines composantes. D'accord? Pas toutes, mais certaines. Donc, le bois, donc tout ce qui est arbre, arbuste, va nous apporter calcium, magnésium, potassium, sodium principalement, d'accord? Avec d'autres éléments chimiques, en traces, etc., qui peuvent être intéressants. Les graminées, les fougères, etc., vont nous apporter principalement de la silice. Et il y a certaines plantes ou certains types de cendres, comme par exemple le foin, les cendres de foin, qui seront mixtes. Donc, ils vont nous apporter aussi bien de la silice que ce qu'on appelle des oxydes fondants, les oxydes alcalins, des alcalins. D'accord? Donc, on peut jouer avec ça, soit en utilisant simplement des recettes au départ qui ont été déjà éprouvées par d'autres céramistes et on les teste pour voir ce que ça donne avec les recettes que nous avons. Hein. Soit on peut très très bien aussi tenter et faire des recherches en remplaçant certains éléments de nos émaux personnels par les cendres pour voir les résultats que ça peut nous donner. Voilà, on passe à la dia suivante. Alors, je pense que nous sommes habitués souvent en céramique à réfléchir d'une façon, en fait, on veut avoir un émail qui fonctionne et qui fonctionne toujours de la même façon dans le temps. D'ailleurs, si vous travaillez dans la céramique, quand vous avez une commande ou quand vous travaillez pour un restaurant, etc., on va vous demander d'avoir une certaine homogénéité ou unicité dans votre émail. Alors que, évidemment, les aimants de cendre, ça ne marche pas du tout comme ça. Ça va changer de saison en saison et d'année en année, parce que les plantes n'absorbent pas la même chose en fonction des années, en fonction du climat, on l'a vu tout à l'heure, donc ça peut changer très fort. Et donc, on doit être plus empirique dans nos recherches, parce qu'on n'a pas toujours l'analyse, chimique de nos cendres, donc on doit être empirique. On doit aussi être beaucoup plus souple dans notre façon d'accepter aussi ce que le four va nous apporter, parce que nos émaux ne seront pas facilement reproductibles, ça c'est certain. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple dans la photo suivante. Le même émail avec les mêmes cendres, enfin les cendres du même bois, récoltées simplement à 2 années d'intervalle. Donc en 2020 à gauche, en 2022 à droite. Et vous observez, oui, il y a une proximité dans le résultat, mais ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant, c'est la même espèce, dans la même région, c'est la même parcelle de terrain.
Donc le climat, on a commencé à avoir des étés plus chauds, plus secs, les arbres ont souffert et donc le résultat est différent. Donc à chaque fois, il faut faire des vérifications. Je vous ai mis ici quelques résultats parce que moi, je travaille beaucoup en fait au four électrique. Je vous ai dit tout à l'heure, je travaille aussi au four à bois, mais pas de manière, comment je vais dire, fréquente. Hein. Le four à bois, pour moi, c'est vraiment 1 fois, 2 fois par an. En général, je travaille en four électrique. Donc, en four électrique, on a des couleurs un petit peu plus douces, un petit peu plus des gris, des beiges. Mais alors, quand on cuit en réduction, que ce soit au four à bois, comme c'était le cas ici à 1280 degrés, ou au four à gaz, donc on est en réduction. Et là, en fait, les couleurs des cendres peuvent se révéler d'une manière incroyable. Hein. Donc, vous voyez ici quelques exemples d'un de mes derniers stages. Donc, en résumé, les cendres végétales, que ce soit les cendres d'arbres, d'arbustes, de graminées, de prairies, etc., peuvent nous apporter en fait une matière première très intéressante, je trouve, pour fabriquer nos propres aimants. C'est une matière première qui est, comme je vous disais tout à l'heure, tout à fait accessible. C'est pas difficile, ça demande juste peut-être de changer d'optique et d'apprendre quelques méthodes de recherche pour trouver les aimants qui nous conviennent dans notre pratique quotidienne de la céramique. Voilà. Je termine. Bravo. Merci pour votre patience aussi. Oui, bien sûr. Je disais, en fait, je vais arriver un peu plus tard, mais là, le moment des questions et réponses est arrivé. Je suis enchantée de vous entendre. Et ça t'arrive de mélanger des cendres différentes pour faire des importations civiles? Absolument, absolument. Même, il m'arrive de mélanger plusieurs cendres de la même sorte, on va dire plusieurs cendres qui m'apportent toutes des fondants, mais il m'arrive aussi de mélanger des cendres acides, donc qui m'apportent de la silice, et des cendres alcalines qui vont m'apporter des fondants, bien sûr avec probablement d'autres matières premières, un peu de feldspath probablement, un peu de silice, un peu de terre. C'est très intéressant, mais c'est des recherches que je n'ai pas encore faites, donc j'avoue, on pourrait en fait doubler ce que je viens d'expliquer avec en fait l'ajout de terre, des terres de nos jardins, d'accord? Donc en mélangeant la terre de nos jardins avec donc, des terres argileuses, avec des cendres, là on a des aimants encore plus ancrés dans le terroir. C'est des choses que je n'ai pas faites, je ne suis pas très forte. Et puis mon potager me demande énormément de travail, donc je ne creuse pas plus que ça, que pour les plantes, mais pourquoi pas. Il y a des céramistes en tout cas qui font ce genre de travail-là, notamment, je vais la nommer et le nommer, Patrick Buté en France, Christine Bruckner en France également. Ce sont 2 céramistes qui travaillent ce qu'on appelle les matières de rencontre. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec les roches, les argiles, les végétaux qu'ils trouvent là où ils se trouvent. Et ils font des recherches avec ça. C'est passionnant, bien entendu. C'est un twist hein, dans notre façon de réfléchir, de travailler, mais c'est hyper intéressant. Oui? Dans une recette un peu basique avec des cendres, je vois un mélange de volume. Oui. Est-ce que c'est des... Parce que d'habitude, j'ai l'habitude de travailler avec des poids, et c'est très différent. Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez suivre cette recette. Le volume? Oui, tout à fait. Ouais. C'est une recette... Oui, c'est une recette en fait très traditionnelle. Et il faut savoir qu'en Orient, et notamment au Japon, cette recette dont vous parlez est, à mon avis, si je suis bien renseignée en tout cas, elle est d'origine japonaise. Et c'est une louche, une demi-louche. Oui. Voilà. Il faut la suivre, c'est OK. Vous pouvez la transposer, bien entendu, hein, en poids. Mais ça fonctionne, en fait. Et c'est clair que
comme je vous disais, c'est vraiment, on est dans quelque chose de beaucoup plus empirique, beaucoup plus souple, en fait, beaucoup plus libre par rapport à notre travail. Parce qu'une cendre ne va pas être la même, et donc c'est pas qu'une autre. Un volume de cendre de fougère et un volume de cendre de bois, ça doit donner des choses. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Oui. Et au niveau, Oui. fluidité ou Oui, oui, fondant. de vitrification, oui. Alors attention, parce que Ça la va être fougère un est une cendre acide, c'est-à-dire qu'elle vous apporte beaucoup de silice, alors que la cendre de bois vous apporte surtout des fondants. Donc vous ne travaillez pas du tout avec la même famille de cendres. Par contre, si vous utilisez par exemple des cendres de charme et des cendres de chêne, là vous êtes dans la même famille. Vous pourriez très très bien avec votre recette dire ah mais c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Hein, c'est ah tiens, au lieu d'utiliser du chêne, bah, je vais utiliser du tilleul parce que j'ai taillé mon tilleul et j'ai quelques branches. Ou je vais au lieu d'utiliser du tilleul, maintenant, on a coupé un bouleau dans le coin, on m'a donné des cendres, ben, je vais utiliser les cendres du bouleau. Là aussi, je tiens quand même à le dire, il ne s'agit pas de transposer notre esprit de prédateur qui exploite pour aller couper tout et n'importe quoi. Vous avez compris dans quelle démarche on est, finalement. Mais je le dis quand même parce qu'il y a des gens, parfois, qui ne font que des copier-coller, on dirait. Et ça, quel intérêt en fait? Oui, il y a un intérêt purement peut-être économique, mais certainement pas écologique. Quand on va couper des fougères dans un bois alors qu'elles sont en plein développement, bah, j'ai du mal avec ça. Vous voyez, c'est pas tout à fait monoptique de la vie humaine, tout simplement. Il suffit d'attendre que les fougères sèchent à l'automne. Et oui, on va attendre quelques mois, ça c'est certain, mais bon, on peut patienter aussi. C'est pas grave. Et si on met un peu de tout, est-ce que finalement ça ne s'équilibrerait pas un petit peu? Alors ça s'équilibre, absolument. Donc j'ai fait cette recherche-là, de mettre des cendres, comme je disais, des cendres fondantes, enfin, Un jour c'est ça qui est coupé, un jour c'est ça. Oui. Mais il vous manque alors un peu d'alumine. Vous voyez les aimants, hein? Il y a les fondants d'un côté, la silice de l'autre, et il vous manque de l'alumine. Donc vous rajoutez un peu de terre, c'est pour ça que je parlais de la terre. Un peu de terre, du bol clay ou de la terre, voilà, de votre terre, la fameuse MRH de chez Hans, pour ne pas la nommer, ou, voilà. Vous faites des recherches comme ça et ça fonctionne très très bien. On arrive vraiment, après, en fonction de vos cendres, vous allez devoir établir vos recettes. C'est pour ça que c'est empirique. Parce que je ne peux pas vous dire, ah, mais vous mettez 20%, 30%, 50% et c'est bon. Non, non, parce que ça dépendra de ce que vous avez. Et alors là, vous allez pouvoir vous y retrouver en revenant d'année en année, en refaisant un petit essai. Alors je vous dis comment moi je travaille. J'ai un grand seau, d'accord, où il y a par exemple, enfin, mes aimants sont dans des grands seaux, la plupart, hein, dans vos ateliers. Et en fait, lorsque j'ai eu un nouvel arrivage, on va dire ça comme ça, de cendres, je les prépare, donc je prépare un émail supplémentaire que je rajoute à l'ancien. Comme ça, la transition, donc, parce que je vous ai montré les deux photos, hein, mais entre les deux, il y a eu une transition, enfin il y a eu plusieurs étapes entre les deux. Ce qui fait que lorsque les personnes qui viennent voir mon travail en exposition ou dans mon atelier, etc., eh bien, ils voient la différence, mais voilà, au bout de 2 ans. Mais pas d'une année, enfin, dans les 6 mois, on ne voit pas, on se dit, ah oui, c'est pas tout à fait la même couleur, mais on ne voit pas beaucoup de différence. Et puis l'année d'après, c'est un peu plus différent. Au bout de 5 ans, c'est plus du tout le même émail. Ça, c'est sûr. Mais j'arrive comme ça à gérer ce passage sans faire vraiment, parce que c'est ma façon de travailler. Vous pourriez très bien dire, oh, c'est pas grave, j'ai un nouvel émail, l'ancien, voilà, je l'ai terminé, et puis c'est bon. Oui, dans l'idée de l'acceptation. C'est ça, tout à fait. C'est parce que j'ai, par exemple, je travaille avec certains restaurants, et donc le fait d'avoir une progression dans cette transformation de l'émail, bah, ça permet évidemment au restaurant aussi d'avoir des services qui se développent sans avoir trop de différences.
Mais il faudrait en fait éduquer aussi. Hein, Oui. La différence entre le foin et la paille. Ah oui, alors la paille, c'est en fait, ce sont les tiges des céréales, d'accord? Ça va te donner une cendre intéressante, mais qui sera une cendre chargée de silice. Dans le foin, en fait, le foin, c'est des prairies, hein. Là, il y a un mélange de végétaux différents, dont des graminées, mais pas uniquement. Et c'est ce qui fait que c'est mixte. C'est plus intéressant le foin que la paille. Le foin, pour moi, est plus diversifié dans ce que le foin t'apporte que la paille. Mais attention, c'est pas plus intéressant, ça dépend de ta recette. Voilà. Donc, si tu as besoin de silice pour une... D'ailleurs, vous pouvez faire le test, hein. Si vous avez de la paille à brûler, hein. Ou évidemment, au Japon, en Corée, en Chine, etc., c'est de la balle de riz, souvent. Hein. Beaucoup de leurs aimants contiennent des cendres de balles de riz ou de paille de riz, justement, parce que c'est abondant chez eux. Mais chez nous, il y a des ballots de paille un peu partout aussi. Hein. Vous pouvez effectivement les flexibilités et remplacer alors la silice de votre recette par les cendres acides, donc les cendres qui sont chargées en silice. Et la vache, il y a beaucoup d'influence. Pas compris? Et la vache a beaucoup d'influence. Alors, ça a une certaine influence, ça c'est certain, mais je ne peux pas dire que c'est positif ou négatif. En fait, ça dépend de l'esthétique de chacun, de ce que chacun cherche, chacune cherche dans les aimants de cendre. Donc, il y a à chaque fois, pour chaque qu'on lave ou qu'on ne lave pas, on va voir des avantages et des désavantages, tu vois. Donc, il y a un certain avantage. Donc, pour être très concret, laver les cendres vous permet d'enlever l'excès d'alcali qui pourrait déformer votre pièce si les parois sont fines et qui, en fait, transforme la matière argile que vous avez travaillée au départ. Parce que les alcalins sont, enfin, tout est tellement gorgé d'alcalins que ça rentre dans votre tesson, d'accord? Par contre, laver, on lève les alcalins. Et donc, vous vous privez de certains fondants et de certaines spécificités de votre cendre. Donc, en fait, personnellement, je fais au cas par cas. Il y a des cendres que je lave. Surtout au niveau de la fusion. Ça modifie aussi la couleur. Bah, tout à fait. Parce qu'en fait, comme tu le sais très bien, quand on cuit à haute température, en fait, il n'y a pas que la couleur de l'émail qui compte. C'est l'interaction entre l'émail et l'argile qui détermine tout. La couleur, la matière, la brillance, un aspect opalin, enfin tout ça est déterminé par ce contact-là. Et donc tu peux avoir des différences de couleur et de rendu de matière si tu laves ou si tu ne laves pas. Ou alors des petits points. J'ai déjà vu par exemple dans des cendres non lavées, on a plus d'hétérogénéité sur la surface, c'est-à-dire que tu auras des petits points de couleur que tu n'auras pas si tu as lavé évidemment tes cendres. D'autres questions ou d'autres idées, parce que vous avez peut-être des idées à apporter pour que ça aille dans le bon sens. Bien, merci beaucoup. Merci.